Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais aborder avec vous les questions sur la judiciarisation. Selon l'avis de représentants de la police et de la gendarmerie, c'est vrai que la judiciarisation du maintien de l'ordre semble assez complexe à mettre en œuvre. Alors le Premier ministre, il y a à peu près une quinzaine de jours, a annoncé des évolutions en vue de mieux judiciariser les actes de violence et de dégradation commis à l'occasion des manifestations. Alors, avez-vous aujourd'hui des éléments à nous communiquer sur comment se traduira cette information et cette annonce du Premier ministre? Avez-vous déjà envisagé un certain nombre d'actions pour faciliter l'identification et l'interpellation des casseurs dans le cadre de ces manifestations? Et comment avez-vous vous-même, pu réfléchir sur cette amélioration de la judiciarisation en aval? Madame la garde des Sceaux. Madame la sénatrice, un travail efficace de la justice se prépare en amont d'une manifestation. Et il y a effectivement un travail qui est conduit régulièrement entre le procureur et le préfet du lieu concerné, ici le procureur de Paris et le préfet de police, pour effectivement préparer la phase de judiciarisation et essayer de voir les conditions les plus adaptées dans lesquelles un tel processus pourrait se mettre en place. Donc, au fond, pour qu'il y ait une judiciarisation efficace, il faut qu'il y ait un avant et un pendant. Alors, avant, c'est ce que je vous disais, un travail de préparation qui suppose notamment que les procès-verbaux d'interpellation aient bien été construits. Et cela est vu, par exemple à Paris, cela a été vu entre le procureur et le préfet de police. Cela suppose également qu'il y ait des forces d'interpellation suffisantes. Et c'est ce qui a évolué entre les dernières manifestations violentes du 16 mars et aujourd'hui, en lien avec les annonces du Premier ministre. Nous avons des brigades volantes qui sont là pour assurer les interpellations quand c'est nécessaire. Et donc, il y a eu une réorganisation autour de ces moyens d'interpellation. Donc, des procès-verbaux, des personnes, des officiers de police judiciaire présentes en nombre suffisant, des dépôts qui soient capables d'accueillir les personnes interpellées. Tout cela est organisé avant et cela fait partie des évolutions qui ont été mises en œuvre depuis l'intervention du Premier ministre. Enfin, je rappelle que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le 22 mars dernier, j'ai diffusé une nouvelle circulaire qui présentait la contravention de 4e classe, mais qui présentait également l'utilisation de tous les moyens de preuve dont on a fait état, c'est-à-dire marquage, vidéo, etc. Donc, voyez-vous, je crois que c'est un ensemble d'éléments qui nous permet d'être efficaces. En amont, une bonne préparation, pendant des gens suffisamment nombreux, des lieux de dépôt, et puis ensuite, donc, le traitement de ces dossiers. Merci, madame. La parole est à madame la présidente Troendlé. Monsieur le Président, madame. Madame la garde des Sceaux. Je me permets de vous poser une question un peu particulière qui me tient à cœur, parce que nous en avons quand même pas mal parlé dans le cadre du texte dénommé anti-casseurs. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience la décision du Conseil constitutionnel qui devrait être imminente. Alors, ma question concerne la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre du texte que je viens de citer, nous l'avons un peu renforcée, un peu étendue. En pratique, elle est très peu prononcée par les juridictions, Madame la garde des Sceaux. Pouvez-vous nous expliquer ou avez-vous des éléments d'explication à nous donner à ce sujet-là? Parce que je considère que tout ce qui peut être fait de manière préventive avant des actes violents est bien plus efficace que des sanctions a posteriori.
Pardon, Monsieur le Président, Je vous en est-ce prie, que madame. je pourrais avoir une autre question, ce qui me permettrait, je ne sais pas si on a des chiffres, mais ça me permettrait de vous donner une réponse, si on l'a, plus efficace. Si vous m'autorisez, Absolument. Monsieur le On va Président. donc attendre quelques instants et donner la parole tout de suite à Monsieur Bonhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, j'aimerais juste revenir sur les chiffres que vous avez donnés concernant la judiciarisation des actes de violence ou de dégradation. Vous avez indiqué donc, le nombre de personnes condamnées à ce jour, hein, même si les chiffres restent à consolider, et les peines prononcées. J'aimerais savoir si vous aviez des chiffres plus précis qui fassent une distinction entre le type de manifestant, surtout un type de profil plutôt, à savoir les Black Blocs. J'aimerais savoir sur cet ensemble d'interpellations, de condamnations, et ceux qui concernent stricto sensu du groupe, ce qu'on appelait les Black Blocs, c'est-à-dire des personnes qui ont un mode d'action très particulier, qui préparent, j'allais dire, leurs interventions. Et est-ce que vous avez pu, là-dessus, établir des statistiques? Parce que, évidemment, j'ai le sentiment, je crois, partagé par beaucoup, que ce groupe-là, qui sévit depuis pas mal d'années, a été très peu judiciarisé et encore moins condamné. Merci, Monsieur Bonhomme. Je donne tout de suite la parole à Madame Doromédy pour sa question. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez parlé de 9000 gardes à vue. Et dans ces 9000 gardes à vue, 150 relax et 1800 classements sans suite, c'est à peu près 20% de personnes qui sont parties sans aucun problème. Et au bout du compte, 2000 condamnations, c'est-à-dire à nouveau 20%, pour finalement 400 mandats de dépôt, c'est-à-dire 4%. Je trouve que vraiment la répression n'est pas, enfin, les condamnations ne sont pas à la hauteur des événements qui ont eu lieu, et que, bien évidemment, les personnes qui sont tentées d'aller dans ce genre de manifestation et de faire des dégâts ne sont pas impressionnées par les peines encourues. En tout cas, ils ont très peu de chances ou très peu de risques d'aller en prison. Madame la garde des Sceaux, pour une réponse groupée à toutes ces questions. Mes voisins changent tellement que j'en ai le tournis. Ah oui, c'est ce que je vois, oui. Nous sommes tous interchangeables. Alors, je vais peut-être d'abord répondre mal à Madame la sénatrice Troendlé. Je vous prie de m'en excuser. On n'a effectivement apparemment pas de chiffres sur les interdictions de manifester qui ont été prononcées. Elles seraient, me dit-on, comme vous le disiez vous-même, assez peu prononcées, parce que cela paraîtrait finalement peut-être pas très bien adapté aux situations que les magistrats ont à traiter. En revanche, je vous le disais, il y a des peines d'interdiction de séjour qui sont prononcées, et notamment à Paris, interdiction de séjour dans un lieu entraînant par définition interdiction de manifester dans ce lieu. Donc c'est une peine d'interdiction de séjour qui, elle, est beaucoup plus fréquemment prononcée, me semble être sans doute plus efficace que la peine d'interdiction de manifester. Monsieur le sénateur Bonhomme, vous m'interrogez sur le profil des personnes qui ont fait l'objet de ces prises en charge par la justice. Il y a des traits sociologiques majoritaires qui peuvent être dégagés, en tout cas d'après les premières études que l'on a faites, qui demanderont à être précisées, puisque, comme je vous le disais précédemment, les chiffres sont encore en évolution, et donc nous ferons un travail définitif lorsque ces chiffres-là seront stabilisés. Dans la plupart des cas, dans la quasi-totalité, ce sont des hommes. 5% de femmes sont condamnées. La majeure partie des personnes qui sont poursuivies et condamnées ont entre 20 et 35 ans, donc ce ne sont pas des très jeunes, mais ce ne sont pas non plus des personnes au-delà de 35 ans. La part des mineurs est assez faible dans les personnes qui ont fait l'objet de condamnation. Les personnes jugées sont en grande majorité de nationalité française, mais on a vu lors du week-end du 16 mars des personnes de différents pays européens être également traitées par la justice, une dizaine, je crois, à Paris. Les catégories socioprofessionnelles des prévenus sont variées. Les parquets indiquent que la plupart des prévenus sont des personnes qui sont insérées socialement.
et qui disposent d'un travail ou bien qui poursuivent des études. Les personnes qui sont jugées sont principalement des primo-délinquants sans antécédents judiciaires. Et donc, évidemment, je le disais dans mon propos introductif, cette absence d'antécédents est prise en compte à la fois dans les réquisitions du parquet et dans le prononcé des condamnations au nom du principe d'individualisation des peines. Évidemment, les garanties d'insertion et de réinsertion sont également analysées par les juridictions dans la fixation de la peine. Et on note la présence de personnes proches de la mouvance d'ultra-gauche ou d'ultra-droite ou de mouvements anarchistes. Parmi les personnes qui ont été interpellées ou condamnées, plusieurs individus sont également proches de la mouvance zadiste. Et donc, voilà ce que je peux dire à ce stade. Mais comme vous l'imaginez, monsieur le sénateur, les personnes issues ou insérées dans le cadre des Black Blocs sont généralement les personnes qui ont commis les infractions les plus graves, donc celles qui font l'objet d'informations judiciaires, donc celles qui, à ce stade, n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement. Et donc, c'est la raison pour laquelle ma réponse est à ce stade forcément partielle. Enfin, à Madame la sénatrice de Roménie, vous dites que la répression n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas le sentiment que j'ai, parce que lorsque on parle de 2000 condamnations sur 9000 gardes à vue, cela fait tout de même un quart de personnes qui ont fait l'objet d'un jugement et qui ont été condamnées. À cela s'ajoutent les personnes qui ont fait l'objet d'un rappel à la loi ou d'une autre procédure. On ne peut pas dire que ça soit sans sens. Dans notre échelle des peines, il n'y a pas que la prison qui a du sens, vous le savez très bien. Et donc, au fond, il y a 4000 personnes sur les 9000 gardes à vue, 4000 personnes aujourd'hui, puisque je vous rappelle que nous sommes encore dans l'attente de 1800 jugements. Donc, cela veut dire que nous aurons eu la moitié des personnes de ces 9000 gardes à vue, la moitié sera passée en jugement. Quand on aura les 2000 qui ont déjà fait l'objet d'un jugement et les 1800 qui sont en attente, la moitié aura fait l'objet d'un jugement, plus 1800 qui auront fait l'objet d'un rappel à la loi ou d'une autre procédure. Je ne crois pas que l'on puisse dire ou que l'on puisse parler de laxisme. Pardonnez-moi, je ne le crois pas. Je crois que les magistrats peut-être je transforme votre propos, mais lorsque vous dites que la répression n'est pas à la hauteur, je n'ai pas ce sentiment-là, si l'on considère que les 3/4 des personnes ont fait l'objet d'une prise en charge par la justice, dont toutes les prises en charge ne sont pas encore effectives. Puis-je demander à Madame de Romédy, qui souhaite le faire, de préciser ce qu'elle voulait vous demander? Oui, pardon, Madame la ministre, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de jugement. Ce que je dis, c'est que les peines ne sont pas dissuasives. Quand on arrête quelqu'un sur les 9000 qui ont été arrêtés, quand on en relâche 2000, s'ils ont été arrêtés, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc déjà, ces 2000-là, ils n'ont rien eu. Ils auraient au moins eu une amende ou quelque chose, enfin quelque chose. Et sur les autres qui sont en effet qui font l'objet d'un jugement, à partir du moment où ils vont pas en prison, enfin où ils n'ont pas une peine qui est dissuasive, ça incite les autres à essayer d'aller chez Cartier ou d'aller faire leurs courses pour Noël. Je suis en difficulté pour répondre. Je ne suis jamais allée chez Cartier, donc. Non, pourtant, c'est pas loin, c'est vrai. Non, je voulais vous dire, Madame la sénatrice, je comprends évidemment votre observation, je ne la partage pas. Je vous redis, pardonnez-moi, je me répète, quand on considère que 3/4 des personnes qui ont fait l'objet d'une prise en charge par la justice, c'est-à-dire jugement par le tribunal ou bien par le procureur, une procédure alternative, je considère qu'il y a des éléments qui montrent que la justice répond. Vous appréciez le caractère dissuasif de la peine. Malheureusement non, c'est le magistrat
qui apprécie le caractère dissuasif de la peine. Cela dépend, comme je le disais tout à l'heure, de la personnalité de chaque prévenu, cela dépend du contexte, cela dépend de l'infraction. C'est le magistrat qui apprécie le caractère dissuasif de la peine et qui, par le principe d'individualisation et de proportionnalité, répond à ce qui s'est passé. Lorsque nous avons, au mois de décembre, lorsqu'un certain nombre de personnes ont été interpellées parce qu'elles disposaient dans leur sac à dos, je ne sais, de lunettes de piscine ou d'autres choses, ou de marteaux, qu'elles n'avaient pas de casier, c'est tout de même, enfin je ne sais pas, je ne suis pas magistrate, mais c'est très difficile de les mettre en prison. Elles ont fait l'objet d'une interpellation, parfois d'une garde à vue, et puis ensuite ça s'est terminé soit par un rappel à la loi, soit par une autre alternative. Mais très difficile de mettre ces personnes-là en prison. C'est d'ailleurs, je pense, pas ce que vous demandez. Les personnes qui ont fait l'objet vraiment d'une interpellation et d'une infraction grave, eh bien, je pense que la peine qui a été prononcée est adaptée. Mais Madame la sénatrice, et je ne dis pas ça pour renvoyer le débat sur le ministère de l'Intérieur, mais encore faut-il, pour être jugé, que les personnes soient interpellées. Encore faut-il que les personnes qui aient commis les exactions les plus graves soient interpellées. Et les 9000 ont été placés en garde à vue. Moi, je pense que sur les 9000, la justice a rendu des jugements qui sont adaptés à la situation des personnes et aux infractions qui ont été commises.